Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 comprend 2 changements majeurs pour les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. On va leur attribuer une nouvelle rente, une rente qui a désormais un caractère dual, et en contrepartie, l'indemnisation au titre de la faute inexcusable est littéralement amputée. Je voudrais reprendre tout ça avec vous. Pour les magistrats, les avocats qui voient cette vidéo, vous pouvez peut-être passer en accéléré le début, mais c'est justement pour resituer le contexte, pour comprendre ce qu'il y a dans ce projet de loi de financement. Il faut rappeler ce qui s'est passé en début d'année. Et en début d'année, il y a ces 2 arrêts que j'ai commentés sur cette chaîne, les arrêts du 20 janvier 2023, où la Cour de cassation, l'Assemblée plénière, nous dit que la rente qui est versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait avec Morane Kaimbago sur ce sujet pour comprendre ce que c'est que le DFP. Mais l'idée, en somme, elle est très simple et le raisonnement de la Cour de cassation est très pédagogique. Le salaire, c'est quelque chose qui est patrimonial, ça a un caractère patrimonial. Or, la rente qui est versée à la victime, c'est une fraction du salaire. Donc forcément, la rente, elle est elle aussi patrimoniale. Or, le déficit fonctionnel permanent, c'est un ensemble de préjudices qui sont extra-patrimoniaux. Donc, forcément, dans une rente qui est calculée à partir d'un salaire, il n'y a pas de l'extra-patrimonial, il n'y a pas de DFP. Et quand vous regardez l'article 434.2, qui justement va être modifié dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, eh bien on vous dit bien dans le 2e alinéa, pour calculer la rente, d'accord, eh bien la rente, elle est égale au salaire annuel qui est multiplié par un taux d'incapacité. Et c'est ça qu'on va modifier dans le projet de loi de financement. Et pourquoi on va le modifier ? Tout simplement parce que en cours d'année, le 15 mai 2023, les partenaires sociaux se sont mis d'accord pour signer ce qu'on appelle un accord national interprofessionnel qui concerne la branche accidents du travail et des maladies professionnelles. Et dans cet ANI, vous pouvez le voir à 2 reprises, mais vous voyez, il y a ce passage-là où les partenaires sociaux disent qu'ils sont attachés au caractère dual de la rente et qu'ils appellent le législateur à améliorer ce caractère dual de la rente. Et cet ANI, quand on l'a vu, il a rendu perplexe certains universitaires que vous connaissez peut-être en regardant cette chaîne, qui ont dit « Mais c'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Pourquoi ? Parce que dans le droit existant, dans ce que je vous ai rappelé de l'article 434.2, la rente, elle n'est pas duale. Duale, ça voudrait dire que dans la rente, il y a à la fois de la réparation du préjudice patrimonial et de la réparation du préjudice extra-patrimonial. Or, c'est pas possible, puisque la rente, c'est une fraction du salaire. Si le salaire est patrimonial, une fraction de ce salaire, ça reste patrimonial, et il n'y a pas de coup de baguette magique qui ferait apparaître dans la rente une dualité qui n'existe pas dans le salaire à partir duquel on la calcule. Autrement dit, si votre unité, elle est monolithique, une fraction de cette unité, elle ne peut pas être duale, elle est forcément monolithique elle aussi. Donc, quand on a lu l'ANI, on s'est tous demandé, mais en gros, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris les arrêts d'assemblée plénière. Ils n'ont pas compris comment on calcule une rente. C'est pas possible d'écrire des choses pareilles. Et le législateur, dans son projet de loi de financement de 2024, nous dit effectivement, on va modifier l'article 434.2 et on va lui rajouter tout ça. Alors tout ça, c'est pas très bien écrit, je le clarifie. Dorénavant, dans l'article 434.2, on fait un grand 1, un grand 2. Le grand 1, il est quasiment pas changé. Le grand 2 nous intéresse. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit dorénavant, dans la rente, il y a 2 composantes. Il y a une part professionnelle, et cette part professionnelle, elle indemnise la perte des salaires, la perte des gains professionnels et l'incidence professionnelle, autrement dit le parcours que la victime aurait pu espérer si elle n'avait pas eu cet accident ou cette maladie. Et cette part professionnelle, on la calcule à partir du salaire annuel auquel on va appliquer un taux d'incapacité. Donc vous voyez que la part professionnelle, ça correspond à ce qu'il y a déjà à l'heure actuelle dans le code de la Sécu. Et on vous dit, cette part professionnelle, elle pourra être réduite ou augmentée en fonction de la gravité des lésions, de l'atteinte, etc. Et on va rajouter ensuite une part fonctionnelle. Donc dans la rente, il y a une part professionnelle et dorénavant, il y aura une part fonctionnelle
qui correspond au déficit fonctionnel permanent de la victime. Et ça, comment on va l'évaluer ? Eh bien, en fait, on va le faire avec un taux d'incapacité multiplié par une valeur de points. Et ça, en fait, ce mécanisme-là sur la valeur de points, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en droit commun de la responsabilité civile délictuelle, où il y a des barèmes, on calcule un certain nombre de points, et puis on dit la valeur du point au jour où le juge statue, c'est tant, donc voilà, c'est comme ça qu'on évalue le préjudice. Donc vous voyez que la part dans la rente, dorénavant, il n'y aura pas que du professionnel, il y aura bien du fonctionnel, on distingue bien les deux, on les évalue différemment, et on aboutit justement à cette rente qui est vraiment duale. Et enfin, on se dit, bon, pour actualiser tout ça, qu'est-ce qu'on fera ? Pour la part, professionnelle, on fera des modifications par décret en Conseil d'État, ce qui est assez lourd à appliquer. Mais par contre, pour le DFP, ça, on pourra le faire par arrêté des ministres déchargés du travail, etc. Les arrêtés ministériels, c'est beaucoup plus facile à adopter. Donc déjà, vous voyez, pour le DFP, ça me fait un peu peur qu'on le modifie comme ça en catimini et qu'on s'astreigne pas à le faire par décret en Conseil d'État. Mais si on prend un peu de recul par rapport à tout ça, vous voyez que ce que je viens de vous expliquer fait effectivement apparaître que la rente sera dorénavant duale. Il risque d'y avoir un transfert du contentieux, à mon sens, vers justement l'évaluation de cette rente qu'on avait plutôt à un autre moment après. Mais bon, peu importe, je ne vais pas me lancer dans des considérations trop techniques là-dessus. Mais l'intérêt majeur de ça, c'est que effectivement, la solution que propose le législateur, elle s'applique à toutes les victimes d'accidents du travail. Toutes les victimes qui ont droit à une rente verront dorénavant qu'elles ont une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Alors que, avec les arrêts d'assemblée plénière de janvier 2023, c'était seulement les victimes qui arrivaient à faire reconnaître la faute inexcusable de leur employeur qui pouvaient obtenir l'indemnisation intégrale de leur DFP. Donc quand on compare la solution de l'Assemblée plénière avec ce que propose le législateur, vous voyez qu'il y a une sorte de balance qui s'est opérée, et le législateur dit « il vaut mieux donner un peu de DFP à tout le monde, plutôt que de donner tout le DFP à une toute petite minorité qui fait reconnaître la faute inexcusable. » C'est ça en fait l'idée de ce trade-off entre guillemets entre les deux. Et en même temps, quand vous faites ça, eh bien vous vous rendez bien compte que vous sortez le déficit fonctionnel permanent de la faute inexcusable. Si vous l'incluez dans la rente, c'est qu'il n'est plus dans la faute inexcusable. Ou en tout cas, il y sera plus autant qu'il ne l'était avant. Et on va revenir là-dessus. Et enfin, quand vous lisez l'exposé des motifs, je ne sais plus à quel moment ils disent « cette modification législative tire les conséquences des décisions récentes de la Cour de cassation ». Alors ça, c'est carrément... c'est malhonnête de dire ça, parce que ce que propose le législateur à l'heure actuelle, c'est tout simplement de briser la jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Et tous les avocats, tous les magistrats le savent parfaitement. Et ce qui est d'autant plus choquant, c'est que la Cour de cassation, depuis 2010, dans tous ses rapports annuels, jusqu'au dernier qu'elle a publié il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines, je crois, elle propose que les victimes de fautes inexcusables soient indemnisées intégralement de leur préjudice, qu'on mette fin à cette espèce de majoration, d'indemnisation majorée, qu'on aille vraiment jusqu'au droit commun et qu'on dise la victime d'une faute inexcusable a droit à la réparation intégrale de son préjudice, et j'espère qu'on va en reparler bientôt. Parlons maintenant donc de la faute inexcusable. Eh bien, en fait, à l'heure actuelle, donc l'article 452.2 du Code de la Sécurité sociale nous dit, et c'est ce que vous savez tous, c'est que un des effets principaux de la faute inexcusable, c'est d'entraîner une majoration de la rente. C'est ce qui est écrit dans ce 3e alinéa. D'accord ? Sans que, il y a un plafond, sans que la majoration de la rente puisse excéder le salaire en fonction duquel la rente est calculée. Puisque la rente, c'est qu'une fraction de ce salaire, donc en gros, on peut la majorer, mais il y a un plafond, le plafond, c'est le salaire en question. Donc, avec la nouvelle définition duale de la rente, on aboutit, en matière de faute inexcusable, à une double majoration. D'accord ? On va majorer la part professionnelle, qui est calculé sur une fraction du salaire. Donc là, en fait, on ne change rien au droit existant, d'accord ? Vous comparez cet alinéa-là avec cet alinéa-là, vous avez la même chose. Et pour la part fonctionnelle de la rente, je vous ai dit qu'elle a été évaluée en fonction d'un nombre de points et on multiplie la valeur du point. Et bien là, en fait, on vous dit, bon, bah, on peut pas excéder, justement, ce point d'incapacité. Donc, vous voyez qu'on aura bien l'article 452.2, il tire les conséquences de la nouvelle définition de la rente en disant, bah, dorénavant, il y aura une double majoration.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans l'exposé des motifs, vous voyez, ce passage-là, on vous dit en fait, en matière de faute inexcusable, cette solution-là, on ne parle pas du tout des victimes, d'accord? On ne parle que de l'employeur. Et on dit c'est bien parce que l'employeur ne sera pas seul à supporter la charge financière du déficit fonctionnel. Évidemment, dans la solution actuelle de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, si à faute inexcusable, l'employeur doit intégralement indemniser le déficit fonctionnel permanent. Et là maintenant, comme on l'a inclus dans la rente, comme on l'a dilué dans la rente, eh bien en fait il n'est que majoré, mais cette majoration, ça n'aboutit jamais à l'indemnisation intégrale du préjudice, et donc cette dilution du DFP dans la rente, ça répartit en fait le DFP sur toutes les victimes, entre guillemets, d'accidents du travail, donc tous les employeurs qui embauchent ces victimes-là vont devoir cotiser, entre guillemets, au déficit fonctionnel permanent, qui sera plus simplement sur la tête de ceux qui ont commis une faute inexcusable. Et ça, c'est choquant parce que, en fait, il y a beaucoup dans le monde universitaire, on se met d'accord sur l'idée que la faute inexcusable, c'est quand même ce qui est le mieux pour inciter un employeur à faire de la prévention, à se soucier de la santé, de la sécurité des salariés. Je pense qu'il y a un confrère Thomas Montpellier qui a écrit une thèse là-dessus, qui a été assez bien accueillie, d'accord. Donc voilà, un des intérêts de la faute inexcusable, c'est qu'elle est dissuasive, ses conséquences sont dissuasives, ses conséquences, elles sont encore plus importantes depuis les arrêts d'assemblée plénière, donc on espérait avec ça que les employeurs feraient attention à leurs salariés parce que derrière, ils peuvent être condamnés pour de la faute inexcusable. Et là, le législateur va à l'encontre finalement de tout ce mouvement en disant c'est mieux de diluer le DFP dans la rente comme ça, c'est moins douloureux entre guillemets pour les employeurs. Pour les employeurs qui ont commis des fautes inexcusables. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est ce morceau de phrase, d'accord? On peut pas parler que de l'employeur, c'est l'employeur qui a commis une faute inexcusable. Il faut pas l'oublier parce qu'on l'oublie trop. Et maintenant, on arrive à l'abjection, le passage de la loi qui donne envie de vomir. C'est juste cette petite phrase. Après le mot enduré, on va rajouter avant consolidation. Alors c'est quoi cet article 452.3? Il vous dit, indépendamment de la rente, d'accord, la victime peut solliciter l'indemnisation intégrale de son préjudice, de différents types de préjudices, et notamment, il pouvait obtenir l'indemnisation intégrale des souffrances physiques et morales, d'accord? On vous disait, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, juste après l'accident, son état, il n'est pas encore consolidé, et après, il sera consolidé, mais elle aura peut-être des séquelles tout au long de sa vie, elle va peut-être souffrir tout au long de sa vie. Et bien là, le législateur propose de dire, les seules souffrances physiques et morales qu'on va indemniser, c'est entre l'accident et la consolidation de l'état de santé. Si vous êtes victime de souffrances tout le reste de votre vie après consolidation, ça, on le réparera plus au titre de la faute inexcusable, d'accord? Désormais, c'est que les souffrances avant la consolidation. Eh bien, je sais pas comment les gens qui rédigent des choses comme ça, je sais pas comment ils font pour se regarder dans le miroir et pour s'endormir sereinement le soir. D'accord? Parce que les victimes qui souffrent toute leur vie d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, c'est généralement celles qui ont été victimes des accidents les plus lourds, qui ont les séquences les plus lourdes. D'accord? Ces victimes-là, on leur crache à la gueule, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ça de faire des trucs pareils. C'est honteux, quoi. Indépendamment de ça, je voudrais revenir un peu aussi sur quelques propos conclusifs, parce que vous voyez que dans l'exposé des motifs, dans l'ANI, etc., on vous dit, ce qui est bien dans la réparation des accidents du travail, des maladies professionnelles, c'est le caractère forfaitaire, le caractère rapide, le caractère automatique. Mais il faudrait tordre le cou à cette espèce de tarte à la crème qu'on nous sert tout le temps, d'accord? Pourquoi? Parce que, vous prenez le rapport, il y a une commission qui a été instituée dans les années 2010, d'accord? Et qui doit évaluer, en fait, combien ça coûte à l'assurance maladie la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc on sait qu'il y a beaucoup de victimes qui ne déclarent pas leur accident du travail, leur maladie professionnelle, tout simplement parce qu'elles y renoncent, parce que c'est trop compliqué pour elles, etc. Et à l'heure actuelle, le dernier rapport qui a été rendu en 2021, il estime que cette sous-déclaration, elle est entre 1,2 et 2 milliards d'euros. D'accord? Et c'est en très nette augmentation dans le temps. C'est-à-dire qu'en 2017, la dernière fois qu'on avait fait cette évaluation, on était à peine 1,5 milliard. Donc il y a une très nette
augmentation de cette sous-déclaration des maladies professionnelles et des accidents du travail. Et si vous voulez un exemple, parce que je trouve que c'est le plus parlant, d'accord, c'est les cancers, d'accord. On sait que les cancers d'origine professionnelle, c'est à peu près 50 à 80 000 cancers par an. Et ces cancers-là, ils ne sont pas déclarés comme étant des maladies professionnelles. Les seuls cancers qui sont déclarés et qui sont reconnus comme des maladies professionnelles, vous regardez dans le dernier rapport annuel de l'assurance maladie, c'est sur son site internet, d'accord. En 2017, il y en avait 1300 et en 2021, il y en avait 1200. Donc, vous voyez qu'à l'heure actuelle, il n'y a même pas 3% des cancers d'origine professionnelle, on sait qu'ils sont d'origine professionnelle, il n'y a même pas 3% qui sont reconnus comme tels au titre de la branche AT-MP. Et quand on regarde les cancers hors tableau, le taux, il arrive à 0,02%. Et on sait en plus que les tableaux des cancers des maladies professionnelles, ils sont jamais actualisés. Donc il y a plein de cancers à l'heure actuelle dont on sait par ailleurs qu'ils sont d'une origine professionnelle, ils sont liés à certaines expositions, mais comme les tableaux ne sont pas actualisés dans le code de la Sécu, eh bien en fait ces cancers-là, c'est la croix et la bannière pour les faire reconnaître. Si vous voulez, mais allez relire et lisez le livre de Anne Marchand sur mourir au travail, de son travail aujourd'hui, enquête sur les cancers professionnels, et a consacré des années de sa vie à ça. Elle décrit tous les aspects de ce combat, mais l'horreur de devoir faire reconnaître un cancer comme étant d'origine professionnelle. Donc, à l'heure actuelle, vous avez en fait une sous-déclaration massive, d'accord, de ces maladies, de ces accidents du travail. Et le Conseil constitutionnel, quand il a rendu sa décision en 2010, il avait dit « Ok, les victimes de fautes inexcusables, elles n'obtiennent pas la réparation intégrale de leur préjudice, mais ça, c'est contrebalancé par le fait que, eh bien, en fait, elles peuvent quand même faire reconnaître de manière automatique, de manière rapide, de manière sécurisée leur accident du travail et leur maladie professionnelle. Eh bien, et c'est ça qu'on reprend encore dans l'exposé des motifs, c'est cette espèce de tarte à la crème qu'on entend depuis 2010, eh ben, cette tarte à la crème, elle est fausse, elle est factuellement fausse. Quand on a une sous-déclaration qui se chiffre à 2 milliards d'euros de sous-déclaration de maladies professionnelles, c'est faux de dire que la reconnaissance, elle se fait de manière automatique, etc. et tout. Et qu'est-ce qui explique qu'il y ait une telle sous-déclaration ? Mais d'abord, c'est parce que l'indemnisation des maladies professionnelles, des accidents du travail, elle est tellement chiche que ce caractère forfaitaire, mais ça contribue au renoncement des gens. La plupart des victimes se disent ça sert à rien que je me lance dans la reconnaissance d'une maladie hors tableau si à la fin j'obtiens un petit complément qui sera ridicule. Et si vous voulez recenser tous les autres facteurs qui expliquent cette sous-déclaration, allez relire le rapport. D'ailleurs, je mentionnerai le lien sous cette vidéo, d'accord ? Vous avez plein de facteurs différents. Et un des facteurs les plus évidents, c'est quoi ? Mais c'est tout simplement, par exemple, pour les maladies hors tableau, le délai de prise en charge, il est passé à 240 jours. D'accord ? En 2010, le Conseil constitutionnel nous dit pas de souci, circulez, il n'y a rien à voir, parce que en fait, la reconnaissance des maladies professionnelles, elle est rapide. Quand un délai, il est de 240 jours, qu'on vienne pas me dire que c'est une reconnaissance qui est rapide. Et ces délais, ils ont d'ailleurs été allongés avec un décret de 2019. Avant, c'était plus court. Maintenant, on est arrivé à 240 jours. D'accord ? Et si vous regardez aussi dans le rapport, ils vous disent, les C2RMP, ceux qui reconnaissent les maladies hors tableau, ils sont complètement hétérogène. Alors, il y a plein de choses à dire sur les C2RMP, ils n'ont pas le temps de motiver leurs décisions, etc. Mais pour une même affection, vous voyez, eh bien en fait, les C2RMP, ils ont des avis qui sont complètement divergents. Donc c'est la loterie totale quand vous allez devant un C2RMP. Donc en termes de sécurité, la sécurité, elle n'existe pas non plus. D'accord ? Donc en fait, toutes les raisons qui ont conduit le Conseil constitutionnel à dire en 2010, d'accord, on est en 2023, et c'est passé 13 ans entre-temps, toutes les raisons qui ont conduit le Conseil constitutionnel à dire que, eh bien en fait, l'indemnisation qui n'est pas intégrale des victimes de fautes inexcusables, c'est contrebalancé par la facilité qu'elles ont de faire reconnaître leur accident et leur maladie professionnelle, c'est totalement faux. Et la preuve la plus évidente de ça, c'est cette sous-déclaration massive et qui ne fait qu'augmenter dans le temps pour franchir quand même la barre symbolique de 2 milliards d'euros. C'est quand même pas rien. En réalité, la vraie question qu'on n'ose même plus se poser, c'est pourquoi on n'irait pas vers l'indemnisation intégrale de la faute inexcusable que la Cour de cassation prône dans ses 13 derniers rapports annuels. Et même, soyons fous, pourquoi on n'irait pas vers l'indemnisation intégrale des accidents du travail et des maladies professionnelles, comme ça se fait dans d'autres pays. Et à chaque fois, on nous brandit l'argument de « oui, il y a eu un compromis historique en 1898 ».
c'est pas la déclaration des droits de l'homme, la loi de 1898. Moi, j'ai fait ma thèse dessus. Ça a été accouché dans la douleur au bout de 15 années de débat parlementaire. C'était un compromis foireux. Ils étaient conscients qu'ils avaient fait un compromis foireux. Et là, avec le temps, on est en train de magnifier ça comme si c'était le compromis de 1898. C'est tombé du ciel, quoi. Mais non, en 2023, on pourrait enterrer une fois pour toutes ce compromis foireux de 1898. Il s'est passé un siècle, plus d'un siècle, près d'un siècle et demi. Voilà. Et surtout, c'est quand même la question qui se pose, vous voyez. À l'heure actuelle, vous êtes victime d'un accident de la circulation, vous êtes indemnisé intégralement, vous êtes victime d'un accident du travail, vous n'êtes pas indemnisé intégralement. Et là, j'ai fait récemment un pourvoi sur un accident de trajet. Et la question, c'était de savoir, l'accident, il a eu lieu sur quoi? Sur la partie qui est ouverte à la circulation au public, donc c'est un accident de la circulation, ou c'est dans l'enceinte de l'entreprise, donc c'est un accident du travail, c'est plus un accident de trajet, et donc on applique une indemnisation forfaitaire. Vous voyez qu'il y a une porosité entre l'accident du travail et l'accident de la circulation qui apparaît même dans le code de la sécurité sociale. On pourra en reparler à d'autres reprises, mais vous voyez que la question, elle est là. La question, elle est pas de savoir si on doit indemniser forfaitairement, à quelle hauteur, etc. Faut-il fiable? On doit l'indemniser intégralement, et soyons audacieux, on pourrait indemniser intégralement les accidents du travail, les maladies professionnelles. À bientôt.